Bonsoir à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de venir vous faire découvrir cette vie intraterrestre. Et donc, du coup, c'est vrai que je vais un petit peu replacer ça dans un contexte historique, mais surtout sur à la fois son mode de fonctionnement et les conséquences que ça a pour notre planète. Peut-être que certains de vous avaient été attentifs à cette déferlante d'articles qu'il y a eu maintenant, il y a 2 ans, en décembre 2019, où une multitude de journaux se sont mis à reporter cette découverte fondamentale qui nous révélait que sous nos pieds, en fait, il y avait une multitude de micro-organismes. On l'avait longtemps soupçonné, mais on avait eu du mal pendant bien longtemps à la quantifier. C'est une annonce qui a retenti dans plus de 84 pays en 30 langues et ce qui vous fait pressentir un petit peu de l'importance de la découverte. Donc, la vie que je vais vous décrire aujourd'hui, elle va, comme on vous l'a déjà introduit, bien au-delà des sols. Les sols qui sont finalement une très fine pellicule de notre planète et qui finalement se mesurent en dizaines de centimètres. Elle prolifère, plein de micro-organismes y sont présents et jusqu'à très récemment, en fait, cette couche a été considérée comme la dernière partie colonisée de la Terre, la dernière région où interagissaient l'eau, la vie et l'atmosphère. C'est, comme on vous l'a dit précédemment, un sujet qui va être évoqué la semaine prochaine par l'intermédiaire de mon collègue Marc-André Sellos. Mais donc aujourd'hui, je vais vous faire voyager un peu plus en profondeur. Et donc je voulais revenir sur cette notion de profondeur et notamment cette idée de lithosphère qui est vraiment la partie rigide de notre planète. C'est celle qui va nous intéresser ce soir. Elle est constituée de la croûte et du manteau supérieur et fait environ une trentaine de kilomètres en moyenne. Dans cette partie de la Terre, on a découvert du vivant. Alors, par rapport aux milliards de micro-organismes qu'on peut trouver dans un gramme de sol, ici, dans ces roches, se nichent jusqu'à quelques milliers, jusqu'à quelques centaines de milliers de micro-organismes par gramme de roche, ce qui fait beaucoup moins qu'un sol. Mais quand vous regardez les volumes qui sont impliqués, on est à l'échelle ici de kilométrique. Ça ne se mesure plus en dizaines de centimètres. Et vous imaginez bien que si on intègre ces milliers de cellules sur des volumes de kilomètres cubes comme ceci, à l'échelle de la lithosphère terrestre, on va se retrouver face à un habitat très important. Ce n'est pas un problème technique. Je suis en train de vous parler de grande profondeur, de kilomètres dans la croûte terrestre. Bien sûr, il règne l'obscurité. Et c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas intuitif parce que pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait de la vie que s'il y avait de la lumière et que la photosynthèse, en fait, était vraiment le moteur de la dynamique du vivant sur Terre. Donc on a longtemps pensé qu'en fait, la lumière était vraiment le moteur de la vie sur Terre et que finalement, toute cette vie ne pouvait se positionner que dans des endroits où cette lumière était accessible. Et c'est ainsi que, finalement, pendant longtemps, on a conçu les écosystèmes sur Terre. Donc le Soleil permettant au premier chaînon des chaînes alimentaires de réaliser la photosynthèse. Donc, je n'ai pas mis beaucoup d'équations, mais ici, vous avez vraiment l'équation fondamentale, où on voit que cette photosynthèse, en fait, elle convertit du carbone minéral, du dioxyde de carbone, en matière organique. Et cette matière organique, en fait, comme vous le voyez dans ce bloc diagramme, elle va en fait servir à nourrir l'intégralité du reste de la chaîne alimentaire qui ne vont en fait que vivre sur cette matière organique créée par la photosynthèse. Donc en fait, il faut penser la vie sur Terre, les écosystèmes, comme vraiment un transfert d'énergie. Et pendant longtemps, on a pensé que l'énergie initiale à la base de la vie, c'était le Soleil. Et pourtant, quand on regarde la vie au cours des temps géologiques, ici vous avez un diagramme en forme de cercle où on voit finalement, depuis l'origine de la vie, autour de 3,8 milliards d'années, jusqu'aux êtres humains que vous voyez en violet en haut de ce disque.
Eh bien, on voit que depuis que la vie est apparue sur Terre, en fait, il y a eu un long moment avant que n'apparaisse la photosynthèse, tout d'abord anoxygénique, qui ne produisait pas d'oxygène, puis oxygénique, avec l'origine des cyanobactéries vers 2,6 milliards d'années. Donc, entre cette vie qui apparaît et cette vie photosynthétique, dont on pensait qu'elle était à la base de tous les écosystèmes sur Terre, il a bien dû se passer quelque chose. Et c'est un petit peu ce qu'on va explorer aujourd'hui, et comprendre comment on peut vivre sans lumière et dans quelle mesure ça impacte la vie sur Terre, et dans quelle proportion surtout. Pour ça, il faut imaginer qu'en fait, puisque un écosystème, c'est un transfert d'énergie avec à la base une énergie extérieure qui est fournie, le soleil dans le cadre de la photosynthèse, il faut imaginer, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, que finalement, la Terre, par les réactions chimiques qu'elle produit naturellement, va être capable de fournir cette énergie nécessaire aux vivants pour démarrer toute une chaîne alimentaire, tout un écosystème bien spécifique. Et c'est vraiment ces réactions de chimie présentes au cœur de la Terre qui soutiennent le vivant que je vais essayer vraiment de vous présenter aujourd'hui et de vous montrer l'ampleur. Pour les premiers indices et les premières finalement évidences sur Terre qui nous ont permis de mieux comprendre comment la chimie qui était permise naturellement par la Terre pouvait soutenir du vivant, elle vient en fait des années 70 et de cette expédition qui s'appelait Galapagos Rift en 1917 et en fait qui visait initialement à explorer les fonds océaniques. Lors de cette expédition, en fait, étaient déployés ce que vous connaissez tous, ces fameux submersibles, ces sous-marins qui permettent de plonger très profondément sous la mer et d'aller prélever, observer ce plancher océanique. Donc ici, on retrouve l'Alvin avec les plongeurs prêts à embarquer sur le départ. Et donc, comme je vous l'ai dit initialement, ces expéditions au fond des océans impliquaient la majeure partie du temps des géologues qui allaient en fait explorer tout le système de dorsale que vous voyez reproduit sur cette carte. Donc ces zones orangées qui strient le fond des océans, qui sont l'endroit en fait où le plancher océanique se forme, où en fait s'initie la tectonique des plaques, et donc du coup un terrain de jeu qui a été longtemps l'apanage des géologues. Il était à cette époque-là pas question de faire embarquer des biologistes pour étudier en fait ces systèmes hydrothermaux qui se présentent proches des dorsales. Et en fait, les géologues voulaient vraiment comprendre la dynamique terrestre au niveau d'une dorsale et comment, ce que vous voyez représenté ici, la circulation d'eau de mer qui se produit lorsque le plancher océanique se crée, lorsque le basalte s'épanche au fond des océans. Il est chaud, il se craquelle, l'eau de mer pénètre dans ces fractures, et en fait, vous avez toute une dynamique qu'on appelle hydrothermale, de circulation d'eau chaude qui se produit dans ces environnements. C'était l'objet d'étude de cette fameuse campagne du Galapagos Rift. Et ils ont embarqué, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, aucun biologiste, puisque peu de temps avant cette expédition, en fait, il y a eu des péripéties qui ont été vécues par ce sous-marin et qui sont maintenant connues sous l'appellation le sandwich d'Alvin. Et ça relate en fait le fait que dans les années 1968, ce fameux sous-marin que je vous ai présenté tout à l'heure, l'Alvin, il a pris l'eau, il a coulé sous 5000 mètres de pied et dans un premier temps, il a été très difficile à récupérer. Donc il est resté de longs mois à 5000 pieds sous l'eau et jusqu'à ce que les conditions météorologiques en fait, soient propices pour aller le récupérer. Et quand les scientifiques l'ont récupéré, ils ont pu trouver au sein de ce sous-marin tout le pique-nique, et notamment les sandwichs qui avaient été laissés là en panique par les membres de l'équipage. Et ce sandwich était totalement intact, ce qui soutenait l'idée qu'en fait, au fond des océans, dans les abysses, à 5000 pieds de profondeur, voire même plus profondément, puisque les fonds les plus profonds des océans atteignent 7 km, il n'y avait pas de vivant, vous n'aviez pas pu avoir l'émergence de moisissures qui avait dégradé le pique-nique. Et ce sandwich, donc, avait soutenu l'idée pendant bien longtemps que la vie, que les fonds des océans étaient dépourvus de vie.
Lors de cette expédition, en fait, c'est là que tout a basculé et que les gens se sont mis à penser vraiment différemment. Et tout est venu de ce petit film, justement, fourni par l'Alvin. Alors, le cliché n'est pas très bon, puisque ce sont des clichés photographiques qui datent des années 70. Mais vous voyez donc sur cette pellicule, en fait, ce qui a attiré l'œil des gens de cette expédition, des taches blanches, tout d'un coup, partout, qui parsemaient le plancher océanique. Et donc, ils ont souhaité suivre cette arase blanche pour savoir où elle menait. Et ces traces blanches, qui n'étaient en fait que des palourdes géantes déposées au fond des océans, a permis la découverte de ce qu'on appelle des fumeurs océaniques, qui sont vraiment associés à ces systèmes hydrothermaux que je viens de vous décrire. Lorsque l'eau de mer circule, elle se réchauffe en profondeur, elle se charge en métaux, elle se réchauffe, et donc moins dense, elle remonte sur le plancher océanique. Et en remontant, en fait, elle va apporter des tas d'éléments qu'on va dire très réduits, des éléments chimiques dont la composition reflète la composition de la terre plus profonde. Et à cet endroit-là se forment ces cheminées par précipitation des minéraux, mais surtout, ces fumeurs océaniques abritent finalement une foison d'organismes, à la fois microscopiques et macroscopiques, et vous en voyez quelques-uns ici, des vers, des crabes blancs, des poissons roses, et en plus de cela, les fameuses palourdes donc de John Corliss, qui était chef de l'expédition à cette époque-là. Et c'est ainsi qu'on a pu imaginer qu'au fond de ces abysses, qu'on pensait dépourvus de vie depuis le début de leur expédition, abritaient néanmoins des oasis. Et il a fallu comprendre comment, en fait, cette vie pouvait se développer loin de la lumière. Et on a compris, en décryptant un petit peu les réactions chimiques qui pouvaient se passer lorsque ces fluides chargés en métaux étaient émis depuis le plancher océanique, arrivaient chauds au fond des océans, qui étaient, lui, plus oxydés, se créaient alors toutes les conditions favorables pour démarrer tout un écosystème, comme finalement de manière similaire à ce qu'on connaissait à la surface de la Terre. Donc notre écosystème, finalement, depuis la sortie des évents hydrothermaux, on avait un ensemble de micro-organismes que je vais appeler aujourd'hui à la fois des bactéries et des archées. Ce sont tous des êtres unicellulaires qui n'ont pas de noyau et donc du coup qui ont une activité qui permet le développement de macro-organismes, ici des vers tubicoles comme les riftia, les moules, les palourdes, et puis ensuite ceux-ci viennent nourrir des poissons. Donc vous avez ici toute une chaîne alimentaire semblable à ce qu'on peut trouver à la surface de la Terre. Et ce qui a permis de comprendre de quoi se nourrissaient ces bactéries, justement, c'est en décryptant la chimie et les réactions qui pouvaient se passer. Et ce qui est clé dans ce système, c'est le mélange de cette eau de mer oxydée, qui comprend des espèces qui ont vu l'oxygène de la surface de la Terre. Donc, vous avez tous entendu parler de nitrates, de sulfates. Eh bien, ces espèces oxydées, quand ils rencontrent les espèces réduites qui sont émises par le volcanisme au niveau des dorsales océaniques, ça va créer des réactions chimiques. Et en fait, c'est l'énergie libérée par ces réactions chimiques qui permet aux vivants de se développer sans lumière. Donc en fait, on a imaginé que ces systèmes hydrothermaux étaient vraiment des oasis de vie isolées pendant très longtemps. Et puis on s'est mis à voir plus grand. Et en fait, on a réalisé que finalement, toutes ces réactions chimiques qui amenaient des espèces oxydées de la surface de la Terre et qui les amenaient à la rencontre des minéraux plus réduits et des fluides plus réduits de l'intérieur de la Terre, en fait, elles s'effectuaient à beaucoup plus grande échelle que uniquement ces petites cheminées hydrothermales. Et ici, vous avez notamment un bloc diagramme où vous voyez donc au fond des océans ce fameux plancher océanique et de manière sous-jacente la croûte, avec donc cette fameuse lithosphère que je vous ai présentée précédemment, qui repose sous quelques kilomètres de sédiments. Et dans cette croûte circule massivement l'intégralité de l'eau des océans, qui est recyclée sur des dizaines d'années. Et donc vous avez ici le plus grand aquifère terrestre qui, en fait, génère un certain nombre de réactions chimiques par réaction avec la roche fraîche. Et donc, du coup, maintenant qu'on a compris que les micro-organismes pouvaient tirer leur énergie pour se développer de réactions chimiques, on a commencé à se poser la question de savoir si ce grand aquifère terrestre, qui était la croûte océanique, pouvait constituer un grand habitat microbien, voire le plus grand habitat microbien, puisque c'était le plus grand aquifère terrestre. On a transposé aussi cette idée
au niveau des continents, puisque vous, sur ce bloc diagramme, vous voyez finalement que la croûte continentale, elle-même aussi, elle n'a pas d'eau de mer au-dessus, mais il y a toutes ces eaux météoriques qui tombent, et qui, c'est ce qu'on entend l'été, les aquifères qui se sont rechargés, la remontée des nappes phréatiques. Donc on a, de la même façon que ce qu'on a au fond des océans, une circulation d'eau à grande échelle dans la croûte continentale et potentiellement des réactions chimiques liées à l'altération des roches qui pourraient soutenir la vie dans les profondeurs de la Terre. Tout ça, finalement, mieux comprendre la dynamique de notre Terre nous a fait nous questionner justement sur la possibilité de cette vie intraterrestre qui pouvait uniquement tirer son énergie de réactions naturelles qui se produisent à la surface de la Terre et notamment des réactions d'altération des roches par l'eau. Ce n'était pas quelque chose forcément de nouveau et j'avais envie de vous remettre ça un petit peu dans un contexte historique, mais ce n'était pas dans les années 70 qu'on a commencé à concevoir la vie dans les roches, puisque finalement, très tôt, dans les années 1920, en fait, les premiers acteurs, je dirais, industriels qui avaient le regard tourné vers la subsurface, c'était l'industrie pétrolière qui, elle, l'exploitait pour aller y rechercher des ressources fossiles, avait déjà des indices de cette présence d'une vie qui se déployait loin de la lumière. Et donc, du coup, dès les années 1926, en fait, on retrouve dans la littérature de premières investigations microbiologiques sur des micro-organismes qui étaient associés aux champs pétroliers. Mais du point de vue du géologue, les champs pétroliers sont des contextes vraiment très spécifiques, riches en matière organique. Donc on a mis du temps à extrapoler l'ensemble de ces observations et surtout, pendant longtemps, l'industrie pétrolière n'a pas forcément diffusé sa connaissance de ce genre d'observations. Et donc du coup, on a commencé à en faire la découverte un petit peu plus tardivement, je dirais, à peu près au moment où on a découvert les sites hydrothermo-océaniques. Dans ces systèmes, vous avez sûrement déjà peut-être entendu parler des bactéries sulfato-réductrices, c'est ce qui proliférait, celles qui utilisent des sulfates. Et l'industrie pétrolière, elle était loin d'être aussi excitée que moi à l'idée de cette présence de vie dans les roches, puisque à l'époque, tout le vivant qui vivait dans les roches était surtout connu pour ses effets néfastes. Donc l'industrie pétrolière avait tous ces effets néfastes en fait, et notamment si vous avez des micro-organismes qui sont proches d'un gisement de pétrole, le micro-organisme va le dégrader, va s'en servir comme source de carbone, de nutriments, et donc du coup va transformer cette matière organique que l'industrie souhaite exploiter en dioxyde de carbone, et donc du coup, mauvaise surprise, le gisement est vide. Ces bactéries sulfato-réductrices, elles sont aussi connues, et c'est encore une des rares équations, mais si vous faites respirer des sulfates, et on reviendra là-dessus par la suite, par des micro-organismes, ce qui va produire, c'est de l'H2S, un gaz très corrosif et très acide, et bien des accidents au niveau des plateformes pétrolières sont associés à cette production de ce gaz toxique qui est un gaz mortel, c'est celui qui sent l'odeur d'œuf pourri, et qui aussi est très corrosif et attaque toutes les tuyauteries nécessaires pour le déploiement de cette industrie. Notamment, quand je vous parle de micro-organismes qu'attaquent la tuyauterie des gisements pétroliers, ce n'est pas un petit effet. Ici, vous voyez quelques coupes, notamment de certains tuyaux justement, qui ont été affectés par ces micro-organismes qui vivent dans le sous-sol. Et donc, vous voyez sur l'image en haut à gauche qu'en fait, toute cette couche épaisse n'est qu'un biofilm, une structure dans laquelle se développent les micro-organismes. C'est un petit peu comme ce qui se développe sur vos dents. Si vous oubliez de les brosser, vous avez des restes de nourriture qui viennent. Les micro-organismes sont intéressés par ces restes de nourriture et donc, du coup, viennent adhérer à votre dent et pour y dégrader les restes alimentaires. C'est un petit peu ce qui passe sur ces tuyaux parce qu'il n'y a pas vraiment de nourriture, il y a juste de l'hydrogène qui est produit lorsque l'eau circule dans ces tuyaux. L'eau corrode ces fameux tuyaux en acier, produit de l'hydrogène, et ces micro-organismes qui savent utiliser les sulfates en association avec l'hydrogène
produisent justement ce fameux gaz corrosif qu'est l'H2S et qui va induire toute cette corrosion. Je vous parle de ça parce que du coup, effectivement, ça a un coût énorme et ça a un petit peu limité tout l'intérêt initial au départ de mieux comprendre ces micro-organismes, puisque finalement, quand on en fait le bilan pendant des décennies, tout ce qui était vivant sous terre, en fait, était considéré par l'industrie pétrolière comme ni pertinent, et surtout sans intérêt particulier, donc avec une volonté de s'en débarrasser le plus possible. Donc ils ont vraiment déployé des bactéricides pour essayer de s'affranchir de cet effet biologique sur leurs exploitations. Et donc du coup, au lieu de nourrir la communauté avec des connaissances fondamentales, finalement, l'idée c'était de s'en débarrasser au plus vite. Mais les micro-organismes, comme on va le voir, sont tenaces. Ces biocides ne faisaient pas effet très très longtemps. Et donc, du coup, ils ont malgré tout dû prendre conscience de cet effet biologique dont ils ne pouvaient pas s'affranchir. Donc, finalement, entre les années 1930-40 et puis la fin des années 1900, finalement, la communauté académique a pu avoir accès à ce pan de connaissances et a vraiment intégré cette idée qu'on pouvait avoir de la vie souterraine et que celle-ci, elle pouvait finalement se déployer jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. On y viendra par la suite, mais ce déploiement jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur, en fait, il va être limité par différents paramètres, dont notamment la température, qui est un des paramètres les plus délétères pour le vivant. Mais quand on pense aux températures qui règnent à l'intérieur de la Terre, il est facile d'avoir de grands environnements qui sont dans des températures compatibles avec le vivant, c'est-à-dire sous la limite de 120 degrés. Pendant longtemps, on a eu la volonté de savoir combien ils étaient, ce qu'ils faisaient. L'industrie pétrolière nous relatait des bactéries sulfato-réductrices. Les chercheurs se disaient qu'il y avait potentiellement une diversité qui était bien plus grande. Mais le problème, c'est qu'aller explorer les profondeurs de la Terre, ça a un coût et ça a une difficulté. La difficulté, c'est qu'il faut accéder à des forages, à des environnements profonds. Quand on parle de plusieurs kilomètres de profondeur, il n'y a pas forcément beaucoup d'environnements qui nous permettent d'accéder à ce type d'échantillons. Et donc, du coup, dans un premier temps, l'inventaire il a été fait avec les forages existants ou les forages qui avaient une raison d'être financés. Donc de nouveau, l'exploration de pétrolière ou la recherche d'eau potable, mais du coup, ça nous guidait vers des environnements vraiment très spécifiques. Et pour mieux comprendre plus largement en fait, comment la lithosphère terrestre pouvait soutenir le vivant, il a fallu attendre à la fois des explorations dédiées, comme je vais vous le présenter, mais aussi des outils dédiés. Parce que quand on va explorer le sous-sol, quand on va forer une roche, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre jardin l'occasion de faire des sondages ou de voir un petit peu ce qu'était une installation pétrolière, mais on est loin d'être dans des conditions stériles. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans un sol, il y a 1 milliard de micro-organismes. Il y en a tout autant sur votre peau ou dans l'air qui nous entoure. Et on va aller essayer d'explorer ce qui réside comme vivant au fond des roches, où il y a quelques milliers, voire quelques centaines de milliers de bactéries qui vivent dans un gramme de roche. Imaginez, c'est un petit peu que finalement tout outil qu'on va amener va être contaminé et donc du coup va un petit peu nous écranter la cible que l'on souhaite caractériser, c'est-à-dire ces fameux intraterrestres. Donc l'obtention vraiment d'aller explorer ces systèmes intraterrestres, c'est vraiment des opérations qui sont difficiles et coûteuses. Et donc, du coup, la plupart du temps, beaucoup d'études se sont heurtées au fait qu'ils ont eux-mêmes amené des micro-organismes de la surface quand ils ont essayé de caractériser les systèmes. Et le challenge est à chaque fois de montrer qu'en fait, on est vraiment en train de décrire des résidents de la subsurface et non pas des organismes qu'on aurait pu amener. C'est le même problème que quand on va aller chercher de la vie sur Mars ou dans d'autres environnements. Il va falloir s'assurer que les rovers et tous les engins spatiaux qu'on va déployer vont être exempts de vie, exempts de cellules qu'on déploiera lors de l'exploitation. Donc, comme je vous l'ai dit, il a fallu vraiment attendre, et ça a été un gros effort de la communauté scientifique dans les années 2000,
qui ont déployé, au travers de grandes campagnes de forage à la fois océaniques et continentaux dédiés, des opérations qui ont permis d'accéder à des carottes de plusieurs kilomètres de profondeur. Et donc, du coup, ici, vous voyez deux grands instituts qui gèrent actuellement les forages internationaux scientifiques, que ce soit le programme de forage océanique IEDP, mais le programme de forage continentaux ICDP. Tous deux ont maintenant intégré la vie profonde, comme vous pouvez le voir ici. Tous deux, alors, il paraît qu'on a des difficultés à retourner en arrière, donc je vais juste vous dire que tous deux ont intégré la vie profonde dans leurs objectifs et ont aussi déployé des outils qui vont nous permettre en fait de mieux contraindre cette contamination qu'on amène dans la surface. Et ici, vous avez par exemple, pour vous montrer un petit peu les astuces que l'on doit déployer et la technologie qui va avec, avant de pouvoir faire une caractérisation, par exemple, de l'ADN des micro-organismes qui vivent en subsurface, il va falloir les prélever. Et ici, vous avez, par exemple, des outils qu'on utilise lors des campagnes de forage océanique. Et vous voyez en haut à droite une tête de forage à laquelle, en fait, lorsque l'on fait des forages dédiés à l'exploration de la vie profonde, on va adjoindre, par exemple, des petites billes fluorescentes que vous voyez disposées dans le petit sac vert en bas à droite. Et en fait, cette poche va se percer lorsque la tête de forage va atteindre la roche à forer. Et cette poche, elle est pleine de billes fluorescentes. Et ces petites billes fluorescentes, en fait, ils ont exactement la même taille qu'un micro-organisme. Et on imagine qu'en fait, ils vont nous servir pour imaginer que tout micro-organisme qui viendrait de la surface va suivre le même chemin que ces billes. Et donc, du coup, tout échantillon qui vient des profondeurs va être scruté de manière très spécifique. Et ici, vous voyez une image sous le microscope. On voit à la fois des tas de petits points fluorescents verts, qui sont ces fameuses microsphères qu'on a injectées avec les fluides de forage. Vous y voyez aussi des formes de spirales ou de virgules qui sont là des micro-organismes, qui sont aussi de la même façon mis en évidence par des marqueurs fluorescents. Quand on se retrouve face à des échantillons comme ça, où à la fois bactéries et microsphères sont mélangées, on jette l'échantillon parce qu'on n'a aucune confiance dans la nature des micro-organismes qu'on va trouver là. Et donc, ça va vraiment nous limiter dans le nombre d'échantillons qu'on va pouvoir collecter. Il faut s'assurer que chaque petite cellule qu'on va trouver dans une roche provient vraiment d'un habitat profond et qu'elle se sert des ressources de cet habitat profond pour se développer. Donc, pendant des dizaines et des dizaines d'années, et je grossis à peine le trait, ça a duré presque 30 à 40 ans, on a été face à une description vraiment biaisée de ce que pouvait être un écosystème profond, à la fois pour ses problèmes de contamination et aussi de biais d'échantillonnage. Et puis est venu justement ce qui a généré l'intégralité des articles de presse que je vous ai présentés au début de cet exposé-là. Un des articles qui a permis de restituer finalement tout ce travail mené par la communauté scientifique pour aller mieux recenser le vivant dans les roches. Et donc, cet article, qui est un des tout premiers inventaires de la vie en subsurface, elle vous montre, au travers de ces deux planisphères, en fait, qu'à la fois, on a pu, entre les années 90 et 2020, presque, augmenter statistiquement le nombre d'études microbiologiques qui avaient été faites. Donc, c'est tous les petits points que vous voyez, jusqu'à des profondeurs allant depuis la proche surface jusqu'à 23 km de profondeur. Et surtout, ce que vous voyez à droite, c'est qu'on a pu cibler un grand nombre de contextes géologiques, depuis les continents, les boucliers très anciens que l'on trouve au niveau des continents, la croûte océanique, les zones plus froides au niveau des calottes glaciaires, etc. Donc on a eu vraiment, au travers de tout cet effort de la communauté, des outils dédiés qui ont été déployés et des forages, une meilleure connaissance de cette vie profonde, et on a pu enfin proposer de vrais bilans sur la quantité et le type de micro-organismes qui vivaient dans ces environnements profonds. Le bilan de ces opérations, il est résumé dans cette diapositive.
On a réalisé au travers de toutes ces études que finalement, on avait sous nos pieds plus de 80%, plus de 70% des micro-organismes qui vivaient là. On a longtemps imaginé que vous aviez ces fameux micro-organismes qui proliféraient dans les sols, dans les océans, dans les rivières. Eh bien, ça ne représente qu'une toute petite portion. Et plus de 80% de ces micro-organismes, des bactéries et des archées, vivent en fait dans les sédiments, dans les roches de la lithosphère terrestre. Ça représente des quantités de carbone énormes, de 15 à 23 gigatonnes. Et pour l'instant, on a pu répertorier de la vie jusqu'à 2,5 km de profondeur dans la croûte océanique et 5 km au niveau des continents. La vie dont on est sûr. Ça ne prend pas en compte tous ces échantillons encore plus profonds qu'on a pu vous remonter et dans lesquels, potentiellement, il y avait des petites billes fluorescentes qui nous ont fait exclure l'échantillon pour des risques de contamination, tout en occultant un possible écosystème qu'on aurait négligé. Quand je vous dis bactéries et archées, en fait, ça fait référence à deux grands domaines de l'arbre du vivant qui vous est représenté sur cette diapositive. Vous avez en vert les eucaryotes, tous les êtres unis et pluricellulaires qui ont un noyau dans une cellule, par définition. On fait partie des eucaryotes, les animaux font partie des eucaryotes, les champignons font partie des eucaryotes, les algues aussi. Finalement, sont entourés en rouge que les seules espèces macroscopiques qu'on voit avec nos yeux. Tout le reste de la diversité biologique sur Terre, ce sont des espèces de micro-organismes, et notamment les deux autres domaines du vivant, que sont les bactéries et les archées, qui constituent tous deux le groupe des prokaryotes, des êtres unicellulaires sans noyau, indifférenciés, et qui finalement représentent la majeure partie de la diversité des espèces sur Terre. Non seulement 90% de ces micro-organismes se cachent dans le sous-sol, mais le sous-sol aussi renferme 80% de la diversité des espèces. Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Je vous ai dit, je vous parle depuis le début en général de la subsurface. Ici, je voudrais revenir un petit peu au travers de ce camembert et des couleurs qu'elle nous propose, un petit peu parler de la subsurface et du type de subsurface à laquelle je pense depuis le début de cet exposé-là. Et sur ces chiffres-là, en fait, que vous voyez avec des 10 puissance 29, donc ça fait beaucoup de zéros après, c'est le nombre de cellules qui sont hébergées dans ces différents environnements. Donc vous avez les sols, qui représentent un quart des habitats pour les micro-organismes, et ça, vous en aurez beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Et quand je vous parle de subsurface, en fait, ça représente à la fois les sédiments océaniques, le petit coin marron en haut à droite, mais vous voyez qu'à la fois la subsurface océanique et la subsurface continentale, c'est vraiment deux gros morceaux énormes dans lesquels prolifère le vivant. Et je vous ai parlé tout à l'heure de potentiellement l'idée que dans ces environnements-là, en fait, on avait de l'eau qui circulait, des réactions qui se faisaient avec la roche. Et il faut imaginer que ce sont ces réactions chimiques qui sont le moteur et la raison pour laquelle on a autant de vie dans ces environnements-là. Pour être encore plus précis, quand je dis subsurface océanique ou subsurface continentale, ça peut être des tas d'environnements géologiques différents. Ici, vous voyez de nouveau un bloc diagramme où on voit un continent et puis une transition progressive vers la droite, vers la croûte océanique. Et donc, du coup, on a trouvé du vivant dans des tas d'environnements assez emblématiques. Vous retrouvez au niveau de la croûte océanique, près de la dorsale, ce qu'on a présenté tout à l'heure, les fameux systèmes hydrothermaux qui avaient été explorés avec l'Alvin, et là où on avait découvert cette fameuse chimiosynthèse, le moteur du vivant en l'absence de lumière. On peut avoir aussi du vivant sous terre, sous les calottes glaciaires, dans les lits de charbon, dans les eaux souterraines et les aquifères profonds. On trouve même dans les zones de subduction jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Et tous ces endroits, en fait, sont étudiés actuellement parce qu'avoir du vivant là, ça a de grandes importances pour notre planète et ça a de grandes conséquences aussi pour la vie, peut-être sur d'autres planètes. Et c'est la suite, c'est à ces idées-là que je vais consacrer la suite de mon exposé. Pourquoi, en fait, pourquoi ils nous intéressent et pourquoi on cherche à les étudier? Et puis d'abord, on s'est posé la question de mais pourquoi est-ce qu'on a
autant de micro-organismes dans ces environnements-là? D'où viennent-ils et par quel biais ont-ils pu bouger, par exemple, d'un contexte océanique à un contexte continental? Donc ici, sur cette diapositive, on a un certain nombre d'hypothèses pour expliquer leur présence et leur abondance dans ces systèmes-là. On peut imaginer qu'ils ont migré depuis la surface par un processus géologique. Je vous ai parlé d'une zone de subduction qui plonge la croûte océanique dans les profondeurs de la Terre. Si vous avez des micro-organismes en surface, on peut imaginer qu'ils sont tranquillement déplacés vers les profondeurs de la Terre. Vous avez de l'eau qui circule. Tout à l'heure, on a vu que l'eau de pluie à la surface des continents ruisselait jusque dans les profondeurs de la croûte. Avec cette eau, cette eau peut aussi s'accompagner de micro-organismes qui peuvent petit à petit coloniser les profondeurs de la Terre. On peut imaginer aussi que dans les sédiments qui tombent au fond des océans, on piège des bactéries, des archées, qu'elles restent là et qu'elles soient gentiment enfouies petit à petit et qu'elles s'adaptent petit à petit à ce nouvel environnement et qu'on les retrouve quelques millions d'années plus tard à quelques kilomètres sous le plancher océanique. Et certains pensent en fait qu'ils sont là parce qu'en fait ils ont toujours été là et toutes ces idées-là, par lesquelles on terminera cet exposé, ça a un lien avec l'idée que la subsurface, au travers des réactions qui soutiennent la vie, ces fameuses réactions chimiques qui permettent aux vivants de se développer, ça a constitué un environnement favorable pour que la vie émerge sur Terre, et que donc, du coup, ils ont toujours été là, et c'est qu'ensuite qu'ils ont pu coloniser la surface. Quoi qu'il en soit, et je pense que ça doit dépendre en fonction des différents habitats que je vous ai présentés tout à l'heure, entre les aquifères, les zones de subduction ou les calottes glaciaires, on doit avoir sûrement un mélange de toutes ces causes-là. Mais quoi qu'il en soit, ils sont très spécifiques et ils fonctionnent d'une façon étonnante. Et ils ne ressemblent en rien à ce qu'on connaît de la surface, donc j'aurais aimé vous les présenter un peu plus en détail maintenant. Depuis le début, je vous ai dit que la vie foisonnait dans ces environnements-là, qu'on avait des quantités de cellules et qu'elles se servaient de l'énergie chimique pour se développer. Mais gardez bien à l'idée, et c'est un petit peu aussi ce qui va motiver après les recherches de vie sur d'autres planètes que la Terre, on n'aura jamais plus de vie que ce que permet l'habitat, que ce que l'environnement permet. Et du coup, je voulais revenir sur cette notion d'habitabilité. Qu'est-ce qui permet qu'on ait de la vie à un endroit donné? Un environnement habitable, c'est ce que vous voyez au cœur de ce diagramme. C'est vraiment la convergence de différents facteurs. Il faut d'abord qu'on ait de l'énergie pour assembler les atomes de carbone qui forment les êtres vivants. Ça coûte de l'énergie parce que c'est une liaison chimique qui est très coûteuse énergétiquement. Et donc, du coup, tout à l'heure, effectivement, je vous ai dit qu'il fallait apporter une source d'énergie extérieure, la photosynthèse à la surface de la Terre, la chimiosynthèse, les réactions chimiques dans d'autres environnements. Donc, notre source d'énergie, il faut qu'elle soit présente. Mais il faut aussi que les conditions de l'environnement permettent le développement de ce vivant. Tout à l'heure, on a évoqué cette notion de température. Plus on s'enfouissait dans la croûte terrestre, plus la température augmentait, et qu'il y avait une certaine limite de température qu'il ne fallait pas dépasser pour que le vivant puisse se développer. Cette limite de température, c'est 120 degrés, mais il y a bien d'autres paramètres qui sont difficiles à affronter pour le vivant. Ça peut être des environnements très salins, ça peut être des environnements où le pH est soit très acide, soit très basique, et ça peut être des environnements où en fait les réactions chimiques ne sont pas très efficaces, et donc du coup, l'énergie que le vivant pourra en tirer n'est pas très favorable. Donc toutes ces conditions en surface, on les connaît, elles sont relativement douces. On est autour de 30 degrés, on a beaucoup d'eau douce. Les pH des océans sont autour de la neutralité. Mais qu'en est-il en subsurface? La subsurface, c'est vraiment ce qu'on va appeler un environnement où les caractères extrêmes se cumulent. On va appeler ça un environnement pluri-extrême, et donc, du coup, les organismes qui vont devoir s'y développer vont, en plus d'avoir à faire face aux températures, ils vont avoir à faire face à des pressions croissantes.
Ils vont avoir à faire face à des quantités de nutriments qui vont être limitées. Et puis, on a très vite conçu que dès qu'on s'enfonçait dans les roches, on n'avait plus de lumière. Eh bien, intuitivement aussi, on imagine que l'oxygène s'appauvrit et que dans ces environnements-là, la plupart du temps, il n'y a pas d'oxygène à respirer. Et il y a surtout aussi beaucoup de métaux. On l'a vu au niveau des fumeurs océaniques. Ces fluides qui étaient recrachés au niveau des systèmes hydrothermaux dans les océans, plein de métaux. C'est un petit peu l'apanage des environnements où l'eau interagit avec la roche. Les métaux sont présents en permanence et donc du coup, tous ces êtres vivants qui constituent les intraterrestres, en fait, ça va être aussi des extrémophiles. Ils vont être barophiles pour résister à la pression, thermophiles pour résister à la température, oligotrophes pour savoir gérer cette petite quantité de nutriments, anaérobes parce qu'il n'y a pas d'oxygène, et surtout tolérer une grande quantité de métaux. Donc c'est pour ça que finalement, dans la plupart dans l'arbre du vivant que je vous ai présenté, finalement, on y a vu beaucoup de micro-organismes, de bactéries, parce qu'on sait maintenant à la surface de la Terre que plus on progresse vers des conditions de plus en plus extrêmes, et plus la diversité biologique qui est adaptée est restreinte. Et finalement, nous, on est très très peu adaptés aux températures, aux hautes pressions, à l'absence d'oxygène. Et de nouveau, ça va être l'apanage des micro-organismes que de savoir gérer l'ensemble de ces conditions très contraignantes. Donc la vie microbienne, bactéries, archées, voire quelques micro-eucaryotes, quelques petits champignons, vont pouvoir subsister dans ces systèmes-là et en tirer profit pour se développer. Alors on a parlé un petit peu de la température comme condition extrême de vie. Je vous ai parlé de 120 degrés, qui est la limite actuelle au-delà de laquelle le vivant ne peut plus se développer. Mais à l'opposé, on sait aussi que le vivant est capable de vivre jusqu'à des températures de moins 20 degrés. Alors il vit de manière très lente, il se produit, mais c'est un petit peu comme si vous aviez des bactéries qui proliféraient dans votre congélateur. Ce n'est pas censé arriver normalement, mais ça existe. De la même façon, on connaît des organismes qui vivent sur toute l'échelle de pH qui est actuellement établie, depuis des pH 0 jusqu'à des pH 12. On connaît des organismes qui vivent proches de la saturation en sel et surtout des organismes qui vivent à très très haute pression. Et ça, c'est des limites du vivant qu'on a pu établir, prouver pour des micro-organismes qui étaient capables dans le laboratoire de réaliser tout leur cycle de vie. Ils devaient se reproduire, se répliquer, se réparer dans ces conditions-là. Mais finalement, ça ne rend pas compte des conditions sous lesquelles, finalement, on peut avoir des organismes qui sont un peu moins vaillants, mais qui sont toujours persistants. Et notamment, le vivant a des stratégies pour lutter contre ces conditions extrêmes. Ils peuvent soit se mettre en dormance, avoir un petit peu moins d'activité, parce qu'ils sont tout occupés à réparer, par exemple, des fonctions qui seraient altérées par ces conditions extrêmes. Les formes de résistance, certains sporules, et on y reviendra. Et puis, il y a d'autres conditions où eh bien, elles peuvent être létales, mais dans certaines conditions, et c'est pour ça que vous mettez vos aliments au frigo, ou qu'avant que les frigos ne soient inventés, on conservait la nourriture dans le sel. De la même façon, du vivant peut être conservé très longtemps au cours des temps géologiques, grâce à la cryopréservation ou à la dessiccation. Et donc, du coup, on peut trouver du vivant qui est resté très longtemps en dormance dans des niveaux de sel sous la terre, ou sous des glaciers, et qui se remettraient à proliférer dès que les conditions sont un peu plus favorables. Donc ces conditions extrêmes, finalement, elles peuvent certaines fois être dépassées, et c'est ce qui se passe, notamment quand les organismes sporulent, et la démonstration la plus impressionnante qui a pu être faite, c'est lorsque des expériences ont été faites sur des satellites qui ont été envoyés dans le domaine interplanétaire, donc dans l'espace, et des spores de micro-organismes appelés Bacillus subtilis avaient été déposés à la surface de ces engins qui ont fait une sortie de l'atmosphère, une réentrée dans l'atmosphère, et l'ensemble de ces micro-organismes qui avaient fait des spores, c'est les petites structures en boule que vous voyez associées aux cellules, qui sont en fait des formes de résistance
qui fait que finalement l'organisme n'échange plus avec le milieu extérieur, ne se nourrit plus, il stoppe toute activité, mais du coup il peut résister à une pénurie de nourriture, à des chocs importants de pression, de température, et donc du coup ça permet sa survie et sa protection, et c'est aussi ce qui permet aux organismes d'aller coloniser les profondeurs de notre Terre, et c'est ainsi qu'on a pu sûrement avoir le déploiement de grandes espèces microbiennes en profondeur. Bref, nos intraterrestres, ce sont des extrémophiles, ils résistent, et j'espère avoir pu vous le démontrer au travers de ces différents exemples-là. Donc ils résistent à des conditions environnementales plutôt extrêmes. Ils ont bien sûr besoin d'eau, mais aussi ils ont besoin de se nourrir de quelque chose. Et je vous ai parlé depuis le début de réactions chimiques de manière très générique, mais je voudrais y revenir un peu plus en détail, très schématiquement et très rapidement, mais pour que vous voyez vraiment le lien fort qu'il y a entre ces intraterrestres et l'habitat rocheux dans lequel ils sont, parce que cette roche, ces minéraux et les fluides qui sont logés dans les pores de ces roches, c'est vraiment la source de nutriments de nos micro-organismes. Je vais le faire très rapidement, mais pour que vous compreniez un petit peu le moteur du développement du vivant dans la subsurface, il faut comprendre que pour préparer cet exposé, pour bouger, pour parler, j'ai besoin d'énergie. Et donc cette énergie, en fait, je la récupère en respirant. C'est vraiment ce qui me procure à moi, en tant qu'organisme, tout le fuel nécessaire pour mener toutes les actions dont mon organisme a besoin. Donc cette respiration, finalement, j'utilise l'oxygène pour oxyder la matière organique que j'ai ingérée au petit déjeuner et à midi. Et donc je rejette du CO2, mais je libère par cette réaction toute l'énergie nécessaire à mon fonctionnement. Pour ceux qui avaient en tête la réaction de photosynthèse que j'ai montrée au début, la respiration n'est que l'inverse de la photosynthèse. C'est pour ça on dit un cycle du carbone à la surface de la Terre. Je vous introduis cette réaction de respiration parce que je voudrais vous montrer comment nos intraterrestres, finalement, dans les roches, ils n'ont pas d'oxygène. On a parlé de ces conditions un petit peu extrêmes dans lesquelles ils devaient vivre. Ils vont s'installer dans des endroits de plus en plus dépourvus d'oxygène. Comment vont-ils faire pour respirer? Quand on n'a pas d'oxygène pour respirer et pour récupérer son énergie, eh bien, on peut utiliser et respirer des tas d'autres espèces. Vous voyez, toutes ces espèces ont un petit signe moins. Et c'est des espèces à la fois liées à l'azote par les nitrates ou les nitrites, au soufre par les sulfates ou le thiosulfate. Tout ça vous montre qu'en fait, les éléments chimiques et les composés chimiques à la surface de la Terre peuvent changer d'état d'oxydation. Et en fait, s'ils sont sous leur forme oxydée, ils peuvent être respirés par n'importe quel micro-organisme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des bactéries sulfato-réductrices qui vivaient dans les gisements pétroliers. C'est ce qu'elles font. Elles respirent des sulfates. Et donc, du coup, ces sulfates, ces nitrates, ces métaux, en fait, c'est ce que va trouver la cellule microbienne autour d'elle dans son environnement. Ça peut devenir de la roche, ça peut venir du fluide. Et on trouve même des organismes qui respirent des choses très exotiques, comme par exemple, ici, vous voyez une cellule qui a respiré de l'uranium. Et de l'uranium, qui était sous une forme d'oxydation 6+, dans les eaux environnantes, en le respirant, cet organisme a changé la forme de l'uranium, l'a fait précipiter en uranium 4, et vous voyez toutes ces taches noires autour de la cellule et à la périphérie de la cellule. Elles donnent l'indication que ces organismes ont remplacé l'oxygène par l'uranium. Je vous ai donné l'exemple de l'uranium, mais finalement, on voit qu'on a trouvé des preuves de micro-organismes qui savaient respirer bien autre chose que l'oxygène. Et il faudrait que je décoche dans ce tableau périodique les éléments que ne pourraient pas respirer les micro-organismes extrémophiles de la subsurface. Mais finalement, ils seraient très peu nombreux. Et en fait, tout le tableau périodique est potentiellement respirable par le vivant. Donc qu'est-ce que ça fait finalement et comment on a pu démontrer ça? Ici, ce que vous voyez,
c'est un grain d'un minéral qui est colonisé par des micro-organismes. Tout à l'heure, je vous ai montré ces petites billes fluorescentes avec ces micro-organismes que l'on pouvait déceler lors des forages. Ici, c'est pareil. Un petit marquage fluorescent permet d'aller imager où sont situées les cellules microbiennes sur, par exemple, ici, une particule minérale. Et en fait, on a compris pourquoi ces micro-organismes étaient basés sur ce minéral-là. En fait, c'est parce qu'elles le respiraient. Et elles respiraient notamment en observant la surface de ce minéral à l'aide de microscopes de haute résolution. On a vu les cellules, comme cette cellule microbienne, qui s'est accrochée sur la surface de ce minéral-là, au travers en déploiement notamment ce qu'on appelle des exopolymères, un petit peu comme les biofilms survodants. Et donc, du coup, en fait, elle a fait ça pour aller y chercher du fer et le respirer. Et en faisant ce genre de réaction, en fait, elle fait précipiter autour d'elle le fer qu'elle rejette et qu'elle a respiré. Et donc, du coup, on a ainsi, finalement, un lien très fort entre le vivant qui vit dans ces roches, son besoin de nutriments, et le fait qu'il va aller puiser dans les minéraux de son environnement les éléments nécessaires à sa respiration, mais aussi les éléments nécessaires à l'ensemble de sa réaction chimique dont il a besoin pour tirer son énergie. Et ainsi, il va impacter sur son environnement. Et je vous ai parlé tout à l'heure des conséquences de la présence de ces intraterrestres sur le fonctionnement de notre Terre. Et ici, on commence à en toucher une première très importante. Les intraterrestres et tous ces extrémophiles qui vivent indépendamment de la photosynthèse et se servent des réactions chimiques pour se développer, eh bien, ils ont un lien très fort avec la roche et les minéraux qui constituent cette roche. Et c'est ainsi que, finalement, on a pu démontrer ces dernières années qu'on avait, ici vous voyez de nouveau une image de micro-organismes dont on voit finalement que les traces au sein d'un minéral. Eh bien, ce minéral, il a été formé par l'action de ces micro-organismes. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les calculs rénaux. Mais bon, on est un petit peu loin de la biosphère profonde. Mais tous ces micro-organismes-là, et c'est pour ça que tout à l'heure, on a évoqué l'idée que dans la subsurface, il y avait la majorité de la diversité des espèces biologiques à la surface de la Terre, parce qu'en fait, c'est cette multiplicité de réactions qu'ils sont capables de mener et pour survivre qui font que ça les rend très diverses dans leurs capacités. Donc, ils vont chercher les éléments pour se développer dans la roche. Donc, par ce biais-là, finalement, ils vont l'altérer, ils vont la dégrader. Et puis, ils vont rejeter d'autres éléments et donc recréer d'autres minéraux qui vont précipiter. Donc, ces interactions, finalement, elles ancrent vraiment le vivant dans la partie minérale. À la fois, ils se servent de la roche pour se développer et ils forment d'autres minéraux qui vont constituer d'autres roches. C'est un petit peu ce qu'on voit, finalement, dans ces grands panoramas qu'on a pu observer en Australie, où on voit ici, on est sur des échelles kilométriques. Vous avez en haut des grands dépôts de fer rubané qui constituent l'essentiel des réserves de fer à la surface de la Terre. Et en bas, des premières grandes plateformes carbonatées qui sont apparues vers 2,6 milliards d'années. Eh bien, ces roches massives ont été créées par l'action de micro-organismes, et notamment des micro-organismes qui étaient capables de mener des métabolismes qui amenaient à la précipitation de minéraux, des carbonates pour les plateformes carbonatées, ou des minéraux liés au fer pour ces grands dépôts de fer rubané. Donc le vivant, et notamment celui de la subsurface, il est capable de créer les roches, il est capable de les altérer, et maintenant on a intégré l'idée que tous ces micro-organismes qui vivent dans les roches vont aussi aider à la dégrader. Et on n'aborde plus du tout ces questions d'altération de surface et de formation de ces reliefs majeurs, comme vous pouvez les voir sur ces photos-là, comme les cheminées de fées ou les grandes falaises de calcaire qu'on voit sur les côtes. C'est à la fois des processus physiques et chimiques, mais c'est aussi des processus biologiques, parce que toutes ces roches sont des habitats pour le vivant, qui va avoir besoin des réactions et de l'altération de la roche pour se développer. Donc, c'est vraiment
en étudiant la façon dont ces intraterrestres se développent, de quoi ils ont besoin pour se nourrir, on a vu du bilan que je vous ai présenté, l'importance des micro-organismes dans les roches, on a vu une première conséquence, c'est leur lien très fort avec la croûte terrestre, un probable fort impact sur les cycles biogéochimiques, sur l'altération et sur la formation des roches. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez pu percevoir, au travers des quelques exemples que j'ai pris pour vous illustrer ces processus-là et ces mécanismes-là, mais ce qui nous a beaucoup questionné ces dernières années, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a autant et est-ce qu'il y a vraiment un acteur important, une ressource importante pour le vivant dans la subsurface? Alors, je n'aurai pas vraiment le temps forcément de développer ça grandement ce soir, mais on l'a trouvé notre acteur important. Et en fait, ce que préfèrent manger les microbes dans la subsurface, c'est de l'hydrogène. Je l'avais évoqué tout à l'heure quand j'avais parlé de la corrosion des acides dans les tuyaux de l'industrie pétrolière. Et on s'est aperçu qu'en fait, en explorant l'ensemble de ces systèmes-là, ils avaient besoin des minéraux pour respirer, je vous ai montré le faire, mais il leur faut un fuel derrière ça, et le fuel, c'est l'hydrogène. Et ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup de vivants dans les roches, c'est qu'en fait, on connaît beaucoup de processus géologiques naturels et des processus qui se déroulent sur Terre depuis en fait, sa formation et depuis le début de la tectonique des plaques. Mais on connaît des processus terrestres qui, de par la présence d'eau et de roches, nous amènent à produire de l'hydrogène. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous ces processus-là. J'en ai déjà parlé brièvement. J'ai déjà évoqué brièvement l'altération hydrothermale des roches au niveau des dorsales océaniques. L'eau de mer circulant, elle va transformer, altérer les minéraux des roches. Et vous avez ici des réactions chimiques que je ne détaillerai pas. Mais à droite, vous voyez les produits des réactions. On trouve de l'hydrogène, à la fois quand on altère des silicates qui sont riches en fer ou des sulfures qui sont riches en fer. Ce qui est surtout important, c'est de voir le nombre la quantité d'hydrogène que peut produire ces réactions. 10 puissance 12 moles d'hydrogène par an. La radiolyse de l'eau aussi. Avoir des éléments radioactifs dans les roches permet de transformer l'eau en hydrogène. Et on a trouvé beaucoup d'écosystèmes qui utilisaient cet hydrogène en lien avec le fer, les sulfates, pour se développer. Le dégazage volcanique, les volcans produisent de l'hydrogène, mais aussi, plus nouveau, quand vous frottez des roches, s'il y a de l'eau à la surface de ces roches, cette eau va se dissocier et se transformer en oxygène. C'est ce qui se passe sous les glaciers, quand la glace frotte la surface des roches. Vous avez une production d'hydrogène par dissociation de l'eau, et c'est comme ça qu'on trouve des micro-organismes sous les calottes glaciaires, à l'abri de la lumière. Leur fuel, c'est de l'hydrogène. C'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre, parce qu'on avait commencé à compter les micro-organismes dans les roches, on avait commencé à mieux comprendre ce qu'ils pouvaient respirer, du fer, des sulfates. L'énergie derrière, vraiment le moteur de toutes les réactions chimiques qui commence vraiment à émerger, c'est cet hydrogène. Et ici, vous voyez deux articles de vulgarisation qui ont été publiés récemment et qui montrent vraiment l'importance de tous les mécanismes qui produisent de l'hydrogène sur Terre, et notamment la radioactivité naturelle qui pourrait être un moteur de la vie souterraine, au travers de la transformation de l'eau par les radiations qui vous produit de l'hydrogène qui soutient le vivant. Il me reste quelques minutes pour vous parler des autres conséquences. On a vu vraiment le lien très fort entre la lithosphère et le vivant, le rôle que vraiment le vivant peut amener sur la chimie de la Terre. Très brièvement, imaginez qu'on a autant de vie sous nos pieds sur Terre, peut nous permettre de concevoir de la vie sous Terre sur d'autres planètes. C'est un petit peu dans ces optiques-là qu'on va continuer à explorer la vie sur Mars. On a tous en tête ces images de la surface de Mars, très sèche, qui malgré tout cache probablement de l'eau dans son sous-sol. Et pour aller trouver de la vie sur Mars, désormais, la démarche, ça va être d'aller explorer très en profondeur. Alors, la prochaine campagne européenne, mission d'exploration européenne, ExoMars,
qui aurait dû être lancé, qui ne l'est toujours pas, a prévu de forer sur quelques dizaines de centimètres. Mais à l'avenir, ce qu'on cherchera, c'est à forer sur quelques kilomètres à la surface de Mars, et c'est vraiment des défis qui commencent à faire réfléchir la communauté actuelle, parce que c'est vraiment, la vie de subsurface, c'est vraiment la nouvelle frontière à explorer pour l'exploration des planètes. C'est peut-être aussi en subsurface qu'on trouvera des traces de vie sur Europe, cette lune de Jupiter qui montre qu'il y a des systèmes hydrothermaux qui relarguent de l'hydrogène et qui serait peut-être le témoin d'une activité biologique en subsurface. Donc peut-être de la vie en profondeur aussi sur ce corps-là, comme sur Encelade, l'une des lunes de Saturne. On s'y intéresse aussi, et je l'ai déjà évoqué au début de cet exposé, parce que potentiellement, donc, ça permet de concevoir de la vie ailleurs, mais ça permet aussi d'imaginer peut-être comment la vie est apparue sur Terre. Et de plus en plus, on regarde ces intraterrestres comme des analogues de la vie ancienne. Et je ne vous cache rien en vous décrivant la Terre à l'Archéen, quand la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. La surface ressemblait à cette peinture, cette représentation d'une Terre très hostile. On avait eu des bombardements de météorites qui avaient sûrement stérilisé la surface de la Terre plusieurs fois. Il n'y avait pas d'atmosphère qui nous protégeait des radiations dont on sait qu'elles sont nocives pour le vivant. Il y avait énormément de gaz et une atmosphère riche en méthane et en CO2. Donc imaginez que la vie peut se développer et prospérer à l'abri des roches dans les pores est une perspective alléchante pour penser à une émergence et une diversification du vivant dans les premiers temps chaotiques de l'histoire de la Terre. Donc à l'abri dans la subsurface, on aurait pu avoir émergence et évolution. Et les gens cherchent un petit peu, du coup, si Lucas, notre premier ancêtre commun, pouvait être un intraterrestre, et comme on sait que les intraterrestres sont friands d'hydrogène, il y a des êtres vivants, des chercheurs qui se sont amusés à voir si Lucas, notre ancêtre universel commun, qu'on voit à la racine de l'arbre, à partir desquels se diversifient les bactéries, les archées et les eucaryotes, si Lucas avait la capacité d'utiliser l'hydrogène, et effectivement, en allant sonder les gènes qui sont impliqués dans l'utilisation de l'hydrogène, c'est toutes les branches qui sont colorées en orange. On voit très bien que cette capacité, qui est une des capacités notables des intraterrestres actuels d'utiliser l'hydrogène, elle se retrouve dans les racines profondes de l'arbre du vivant, et donc potentiellement Lucas avait la capacité d'utiliser l'hydrogène, et potentiellement Lucas avait la capacité d'être un intraterrestre. Donc je vais m'arrêter ici, mais en ouvrant juste sur un thème que je ne pourrais pas aborder, mais réaliser, et ce sera ma conclusion pour ce soir, mais réaliser qu'il y a autant de vivants dans les roches, aussi attractifs que ce soit pour décrypter l'origine de la vie, aller sonder de la vie dans d'autres systèmes que la Terre, ça nous fait aussi réfléchir de manière plus, je dirais, plus pragmatique sur ce qu'on souhaite faire de notre subsurface dans les décennies à venir. Et on se tourne de plus en plus sur les ressources poreuses qu'on a en profondeur pour aller stocker du gaz. C'est notamment du CO2, parce que c'est un des moyens de limiter son émission dans l'atmosphère et ses conséquences pour le changement climatique. On stocke du méthane depuis des décennies. Votre gaz de ville est stocké sous vos pieds dans des réservoirs profonds. Dans les années à venir, on va stocker de l'hydrogène qui sera produit par électrolyse de l'eau, notamment issu de tout le renouvelable. Et pour pouvoir en faire une ressource qu'on contrôle et qu'on puisse revendre, de l'hydrogène va être stocké dans la surface. Savoir que tous ces extraterrestres existent, sont friands de ces nutriments dans ces milieux qui sont généralement dépourvus, on les a appelés oligotrophes. Ils sont pauvres en ressources. Leur amener de nouvelles ressources, quel impact ça va avoir, et quel impact ça va avoir pour le stockage de gaz qu'on souhaitera durable et sûr pour parer aux changements climatiques actuels. C'est des questions qu'on explore et qu'on aimerait vraiment, sur lesquelles on aimerait vraiment mobiliser à la fois les industriels et les politiques parce que ce sera une question importante et qui comptera dans les années à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et donc le message, c'est les microbes intraterrestres
ça compte. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Je vais faire circuler un micro si vous avez des questions. Sinon, il y a des questions de la part d'internautes que je poserai si je ne vois personne lever la main. Oui, monsieur. Il vient bonjour. Il vient de sortir le dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce que... Oui, effectivement, qui est dans ce rapport-là. Alors, je ne l'ai pas décrypté en entier, mais dans les précédents, le stockage souterrain de gaz faisait partie était une partie de la solution, puisque dans cette transition depuis l'utilisation des ressources fossiles vers des choses beaucoup moins impactantes pour notre planète, il faut stocker pendant une période de temps donnée du gaz, et donc du coup la subsurface sera un endroit pour faire ce stockage, et c'est déjà déployé à grande échelle. Nous, du coup, on a voulu tester, on a fait en Islande, on a été étudier la réactivité des intraterrestres lorsqu'on cherchait à stocker du CO2. C'est une expérience qu'on a menée entre 2008 et 2015. Et ce qu'on a vu, c'est que l'injection de CO2 en subsurface a amené tout de suite à une prolifération microbienne. On a eu une augmentation de la biomasse qui a fait x500 de manière très instantanée. Les micro-organismes, le CO2 a dissous la roche, relargué du calcium, du fer, et les micro-organismes se sont mis à utiliser le CO2 et le fer et à proliférer. Et instantanément, je dirais dans les semaines qui ont suivi, ça a bouché la porosité du réservoir, et donc du coup ils ont dû fermer ce site-là parce qu'il était plus possible d'y stocker un gaz. Donc on voit que injecter des ressources dans la subsurface, ça a un impact, et le CO2, peut-être qu'on pourra utiliser la capacité des micro-organismes à transformer ce CO2 en roche. On l'a vu tout à l'heure, des grandes plateformes carbonatées favorisées par le vivant. Peut-être que le vivant sera une des solutions pour transformer le CO2 gazeux en craie, puisque c'est comme ça qu'on appelle les carbonates. Mais on se questionne beaucoup sur le stockage de l'hydrogène en profondeur, et effectivement voir dans quelle mesure le vivant ne jouera pas un rôle potentiellement néfaste à l'ensemble de ces opérations. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de l'uranium, par exemple, avec certaines bactéries qui étaient capables de le dissocier. Est-ce qu'il est possible ainsi d'enrayer une certaine prolifération de pollution, de pollution due à l'uranium nucléaire, etc. Oui, c'est justement ce qui est déployé sur des sites pollués. Alors, j'ai cité l'uranium parce que je savais que ça allait attirer votre attention, mais ça peut être des pollutions à l'arsenic, au sélénium, à d'autres éléments métaux lourds dont on ne souhaite pas la dispersion dans l'environnement. Et effectivement, cette voie biologique est explorée pour immobiliser les polluants dans les sols. C'est ce qu'on appelle la bioremédiation. Et donc, il y a toute une ingénierie qui se développe autour de ça pour utiliser les capacités des micro-organismes à transformer les éléments, à les rendre moins mobiles. Mais j'ai connaissance de quelques déploiements comme ça, notamment en Inde, pour lutter contre la pollution à l'arsenic des aquifères. Et donc, du coup, c'est vraiment une ressource biotechnologique intéressante, et donc, du coup, qui aussi motive l'exploration des intraterrestres. Je vais vous transmettre une question d'un internaute. Est-ce qu'il existe un métabolisme secondaire de ces micro-organismes utilisant les sulfates pour les faire survivre au H2S qu'ils produisent? Alors, eux, non, mais en fait, ils vivent rarement tout seuls. Enfin, les espèces intraterrestres sont rarement isolées. Elles vivent au sein de communautés, et il n'est pas rare que dans certains environnements, si de l'H2S est produit, d'autres espèces qui, elles, vont utiliser cet H2S
soit là pour l'utiliser. Mais par contre, si c'est massivement produit, il faut qu'elle-même ait de quoi cycler cette H2S. Donc il y a certains environnements, et c'est pour ça qu'il y a eu des accidents sur les plateformes pétrolières. Il y a certaines fois où on ne peut pas s'affranchir de tout ce gaz toxique produit, mais quelquefois il est cyclé par d'autres micro-organismes qui viennent en consortium. Continuer la question qui avait été posée sur l'uranium. Vous avez dit qu'on peut, sur les surfaces contaminées, etc. Moi, je pense à déchets nucléaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement les enfouir et justement de faire que, je sais pas qu'ils soient transformés, donc qu'ils soient plus dangereux, des choses comme ça? Je pense que la tâche serait trop ardue en termes de concentration et de radiation, parce que parmi les paramètres extrêmes, c'est vrai que je n'ai pas évoqué les radiations, et nous, on se protège des radiations du soleil. C'est pareil pour les micro-organismes, même si on en a trouvé proche des centrales, les radiations sont délétères pour le vivant. Certains ont des stratégies pour réparer leur ADN, etc. Mais je pense que de trop fortes radiations sont nocives aux vivants et qu'elles seraient incapables de gérer un déchet. Par contre, ce qu'on a regardé attentivement sur le stockage des déchets nucléaires, c'est comment les intraterrestres attaquer les colis de stockage et toutes les barrières qu'on avait prévues une fois qu'on allait enfouir les déchets. On a prévu des barrières en acier, des barrières vitreuses, des barrières d'argile. Et donc, du coup, ce qui a été regardé avec attention, c'était la composition microbiologique de ces différentes barrières et comment, finalement, le vivant, si on limitait le risque de grignotage de ces différentes barrières de confinement par le vivant. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte actuellement. Mais attaquer le déchet en lui-même, c'est vraiment trop radioactif. Vous avez évoqué également, il me semble, qu'une bactérie, par exemple, pouvait reprendre une activité alors qu'elle avait été à l'origine congelée. Voilà. Est-ce que le réchauffement planétaire ne peut pas faire réapparaître, par exemple, des bactéries, si on reste encore dans une notion de pollution et de climat ? Alors, effectivement, c'est en train de modeler... pathogènes, quoi. C'est ce qu'on craint avec la fonte de la calotte glaciaire et on n'a jamais découvert autant de virus exotiques que depuis que ces terrains-là sont accessibles. Et effectivement, les mimivirus, ces fameux virus géants, dont on ne sait pas encore s'ils sont nocifs pour l'homme, et je ne m'y connais pas bien en virologie, mais effectivement, il y a de nouveaux types de microbes ou de nouveaux micro-organismes de type bactéries qui sont remis en activité parce que juste les terrains se réchauffent. Et il y a eu une épidémie en Russie il y a ça 5-6 ans, juste parce que le permafrost s'est mis à décongeler et d'anciens microbes pathogènes se sont réactivés. Donc c'est aussi une des conséquences du changement climatique. Je vous transmets une autre question de la part d'un internaute. Dans l'environnement de la subsurface, le magnétisme est-il un facteur essentiel également ? Je dirais que d'une certaine façon, oui, parce que quand on a examiné certains de ces micro-organismes, on a vu que certains avaient la capacité de faire non plus de créer des minéraux à l'extérieur d'elles, mais de synthétiser des petites magnétites à l'intérieur de leurs cellules. Et en fait, ce sont des petits aimants qu'elles forment elles-mêmes et qui les aident à se déplacer, notamment dans la colonne d'eau, pour trouver des conditions favorables pour se développer. Donc, d'une certaine façon, oui, le champ magnétique aide les micro-organismes à retrouver leurs ressources, pour ceux qui sont dotés de ces fameux aimants internes. Est-ce qu'il y a une question en salle ? Sinon, je vais vous transmettre une autre question qui arrive sur YouTube. Pourra-t-on générer de l'hydrogène de manière industrielle avec ces micro-organismes pour nos futures voitures à hydrogène, par exemple ?
Alors, il y a des gens qui regardent ça parce qu'effectivement, je vous ai parlé de l'hydrogène comme une ressource pour le vivant, ce qui est d'autres micro-organismes, notamment ceux qui fermentent, sont capables de produire l'hydrogène. Donc, c'est des choses qui sont actuellement regardées avec attention. Comment la fermentation permet de produire de l'hydrogène biologique. Je ne sais pas si massivement ça pourra être utilisé. Par contre, les gens regardent avec attention ces processus géologiques, notamment de circulation d'eau dans les roches, qui naturellement créent de l'hydrogène. Et je sais que la communauté des géologues aimerait que cette question-là soit regardée avec beaucoup plus d'attention, parce que ça fait des quantités qui pourraient être exploitables. Et là, c'est de l'hydrogène totalement vert, parce qu'il n'y a pas de coût lié à sa production, de coûts financiers ni environnementaux. Alors, je continue voilà, pour transmettre des questions et remarques d'internautes. Une question qui fait un écho à ce que vous disiez précédemment. Creuser, n'est-ce pas remettre au jour des dangers potentiels? Je prends par exemple les carottages dans les glaces des pôles ou ramener des échantillons martiens. Est-ce que ça pourrait être dangereux également? C'est pour ça qu'en fait, il y a des installations de haut niveau de sécurité qui se déploient actuellement, mais autant on est à la fois vigilant pour ne pas emmener des micro-organismes sur les planètes qu'on va explorer, mais aussi il faut être très vigilant pour ne pas en ramener. Et il y a mais les infrastructures nécessaires sont déployées, et donc ces échantillons-là ne seront pas accessibles à la communauté scientifique avant d'avoir été regardés avec attention en termes de potentielle contamination. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Je voulais savoir si les fumerolles qu'on voit à la surface de la Terre, je ne sais pas, dans des zones qui sont un peu volcaniques ou tout ça, est-ce que justement ça vient de la vie intraterrestre ou... Les fumerolles, c'est vraiment l'activité géologique et la circulation d'eau qui se réchauffe en profondeur et qui réémerge proche d'un volcan, comme vous le dites, ou au fond des océans. La vie, elle va bénéficier en fait de toutes les espèces qui sont amenées par les fumerolles, drainées par ces fluides et qui arrivent à la surface. Et en fait, ce qu'elles aiment, c'est le mélange des conditions oxydées de surface et réduites qui viennent des profondeurs de la Terre. Donc en fait, pour elles, si la température n'est pas trop chaude, ça va être des endroits parfaits pour faire de la fameuse chimiosynthèse de la vie sans lumière. Une autre intervention, peut-être? Oui. Bonjour, vous parliez des contaminations lors des études des échantillons qui viennent de l'intérieur de la Terre. Est-ce que vous avez développé des méthodes de stérilisation des échantillons pour aller chercher seulement ce qu'il y avait par exemple à l'intérieur de la roche quand vous sortez l'échantillon et ne pas avoir de problème de contamination? Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été développées. Il y a même Gaz de France, maintenant Engie, qui a accepté quelquefois de faire des forages stériles, c'est-à-dire qu'ils ont stoppé leurs opérations pendant quelques jours. Et puis, il s'agit donc de descendre, un petit peu comme quand vous nettoyez un biberon. Vous avez un goupillon. Dans ce temps-là, on descend un grand goupillon de plusieurs kilomètres de long, on frotte les tubages, puis ils injectent de la javel, plusieurs cycles, ils purgent, etc. Et en fait, ça a permis de démontrer qu'effectivement, il n'y a qu'une fois qu'on a mené toutes ces opérations qu'on a vraiment une eau qui est représentative de ce qu'il y a en profondeur. Par contre, mener ce genre d'opération, ça veut dire stopper un forage pendant plusieurs jours. C'est très lourd en termes financiers, donc la plupart du temps, ce n'est pas des moyens qu'a la communauté scientifique. Donc plutôt que de demander à toujours travailler en conditions stériles, en fait, on essaye
tracer la contamination, notamment ces petites billes que je vous ai présentées. Il y a des traceurs chimiques aussi qui essayent de mimer le chemin de l'eau qui a été utilisée ou de main. Et puis surtout, quand on fait le recensement de toutes les bactéries qui sont là, on fait le recensement de tous les objets qu'on a de l'ADN qu'il y avait sur les eaux qui ont été utilisées, les produits de laboratoire qui ont été utilisés. Et par comparaison, il y a certaines choses qu'on exclut parce qu'il y a un trop gros risque de contamination. Donc on avance pas à pas, c'est contraignant, mais il y a des stratégies. Mais on ne pourra jamais travailler en conditions stériles, surtout quand on va explorer des mines à quelques kilomètres de profondeur. Une autre question ? Alors, je vous transmets une remarque, voilà, c'est plus une remarque qu'une question, mais peut-être que vous pourrez y réagir. Une personne donc, qui dit « C'est plutôt encourageant de savoir que ces micro-organismes aient de telles capacités d'adaptation, à savoir s'ils pourront digérer et profiter de nos pollutions. » Je pense que ce n'est pas un problème, ils pourront, parce qu'effectivement, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, quand l'industrie pétrolière déployait ses biocides massivement dans la subsurface, c'était qu'une solution très temporaire, et les micro-organismes étant capables de s'adapter, on voit très bien, à la fois dans ces environnements-là, mais tout site pollué, que très vite, alors ce n'est pas des organismes macroscopiques, parce que tous les êtres pluricellulaires comme nous ont beaucoup plus de mal à changer leurs conditions de vie, mais en ce qui concerne les micro-organismes, comme ils sont capables de s'échanger beaucoup de gènes rapidement, ils sont capables de s'adapter et donc du coup, ils nous survivront largement. Je vous transmets une autre question. Existe-t-il des interactions entre les micro-organismes du sol et ceux du sous-sol? Si oui, ont-elles été étudiées et quelles conséquences? Et cette personne vous remercie également pour cette conférence passionnante. Merci beaucoup. Je pense que c'est un continuum, ce n'est pas deux compartiments. C'est vrai que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on scrute les organismes du sol. Et on a maintenant compris qu'en fait, ces organismes du sol, ils étaient aussi beaucoup guidés par les types de minéraux qui étaient présents dans ce sol-là et qui se structuraient autour de cette ressource minérale. Ils ne sont pas très différents de ceux qu'on trouve dans la subsurface, je dirais, mais dans un sol, ils bénéficient beaucoup plus de toute la matière organique qui a été produite par photosynthèse à la surface de la Terre. Donc, ils sont un peu moins limités que nos intraterrestres et donc, du coup, ils ont peut-être un peu moins de stratégie pour survivre. Est-ce qu'il y a une intervention en salle ? Donc, je vous transmets une autre question d'un internaute. Il y a plus de 40 ans, on parlait qu'un jour, on exploiterait des gisements de nodules métalliques qui gisent dans les grands fonds, puis plus rien. A-t-on écarté d'un revers de main ces richesses? Non, on n'a pas écarté du tout d'un... Alors, il y a un lien indirect pour ceux qui ne connaissent pas ces nodules, c'est toutes ces concrétions métalliques qu'on voit proches des dorsales océaniques, près des fumeurs. On en trouve dans les sédiments aussi. Ils sont très riches en fer, en manganèse, en métaux rares. Il se trouve que le vivant joue un rôle dans la formation de ces nodules-là, et c'est probablement du vivant qui oxyde du fer, du manganèse et participe à sa formation. Ils sont loin d'être délaissés. Il y a toute l'industrie, ce qu'on appelle le deep sea mining, les mines de fond des océans qui se déploient. Alors c'est un problème qui ne se voit pas parce que des gros engins qui se déploient sous 3000 mètres d'eau, ça a beaucoup moins d'impact que proche de nos villes, on ne les voit pas. Mais actuellement, cette industrie sous-marine minière se déploie parce que ces nodules restent une ressource et ce qui nous crée du souci dans la communauté scientifique, c'est l'impact environnemental que ça va avoir parce qu'il y a à la fois il y a beaucoup de sites hydrothermaux tels qu'on a pu les voir, qui sont des ressources de biodiversité encore inexplorées. Imaginez que tout ça va être raclé avec des engins de taille gigantesque, ça fait un peu peur, et puis ça va disperser pas mal de métaux dans les océans, dans toutes les chaînes alimentaires sur lesquelles on repose. Donc oui, à regarder avec attention, et je crois qu'il y a
il y a aussi une prise de conscience à avoir d'un point de vue citoyenne sur ces questions de déploiement de la mine dans les fonds sous-marins. Est-ce qu'il y a encore une intervention en salle? Sur Internet, je n'ai plus de questions non plus, mais peut-être qu'on va rester sur cette alerte et sur cette invitation à une prise de conscience pour conclure cette séance. Merci beaucoup, Bénédicte Ménez. Merci à vous pour votre intérêt. Bonne soirée.